SV Lavrov a justement déclaré que tous ceux en Occident qui soutiennent ce comportement monstrueux, ces actes, ces crimes du régime de Kiev, ne croient plus en rien, sauf en Satan. Il n'est pas étonnant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui un extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, tenue le 13 mars 2025, portant sur la situation en Ukraine. Cette intervention, riche en informations et en analyses, nous éclaire sur des questions cruciales telles que les crimes de guerre, la militarisation de l'Europe et les atteintes aux droits fondamentaux, notamment la liberté de religion. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous chaleureusement pour votre engagement et votre précieux soutien. Grâce à vous, nous venons de dépasser la barre des 200 000 abonnés. C'est une étape importante et elle n'aurait pas été possible sans vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci également aux membres de la chaîne pour leur soutien financier. Si, comme eux, vous souhaitez faire un geste pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » ou « Rejoindre » en bas de la vidéo. Votre soutien est infiniment précieux. Maintenant, sans plus tarder, plongeons ensemble dans l'analyse de Maria Zakharova pour mieux comprendre les enjeux de cette situation et ses répercussions sur la région et au-delà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Sur la crise ukrainienne. Les combattants ukrainiens ne cessent de perpétrer des actes de terreur contre la population civile et les infrastructures civiles de notre pays. Dans la nuit du 11 mars de cette année, les forces armées ukrainiennes, FO, ont lancé une attaque massive de drones contre plusieurs régions russes, y compris la région de Moscou. Selon le ministère russe de la Défense, 343 drones ont été abattus par les systèmes de défense aérienne en service. Le plus grand nombre, soit 126 appareils, a été détruit dans le ciel de la région de Koursk. Parmi eux, 6 drones ont été interceptés près de la centrale nucléaire de Koursk. Lors de l'attaque contre Moscou et la région de Moscou, les bandéristes ont utilisé 91 drones. Les autres ont été neutralisés au-dessus des régions de Bryansk, Belgorod, Ryazan, Kalouga, Lipetsk, Orel, Voronezh et Nizhny Novgorod. Les cibles de ces frappes étaient des habitations, des établissements sociaux, ainsi que des infrastructures de transport et civiles. Seuls des terroristes peuvent agir de la sorte. Malheureusement, il y a eu des victimes et des blessés. Suite à la chute des débris d'un drone sur le parking de l'entreprise Mirator à Domodedovo, 3 de ses employés ont perdu la vie. Au total, plus de 20 personnes ont été blessées, certaines grièvement. Selon les informations de la commissaire aux droits de l'enfant auprès du président de la Fédération de Russie, Emma Elvabolova, 3 enfants ont été blessés dans la région de Moscou, dont 2 âgés de moins de 3 ans. Une déclaration détaillée du ministère russe des Affaires étrangères condamnant ce crime odieux et barbare du régime bandériste a été publiée sur notre site internet. Dans la République populaire de Donetsk, RPD, à la suite de bombardements et de l'explosion d'engins explosifs à Gorlovka depuis le 6 mars de cette année, au moins 17 civils ont été blessés, dont un employé du ministère russe des situations d'urgence. Le 9 mars de cette année, dans la région de Kherson, les faux ont frappé des étals de marché dans le village de Veliki Kopani avec 2 missiles HIMARS équipés de charges à fragmentation pour maximiser l'effet destructeur. Il est à noter que, dans un contexte d'interruption temporaire, comme il s'est avéré, de la fourniture de renseignements par les États-Unis au régime de Kiev pour le fonctionnement des systèmes de missiles à longue portée, le ciblage par satellite a été assuré par les satellites français Eutelsat et le guidage par le satellite de reconnaissance français CSO-3. Au moment de cette attaque barbare, des dizaines de civils se trouvaient dans les magasins. 4 personnes ont péri, dont un adolescent de 15 ans. Au moins 7 personnes ont été blessées, parmi lesquels un ambulancier et un chauffeur d'ambulance venus secourir les victimes et pris sous un second tir. Des bâtiments et des véhicules ont été endommagés et le véhicule médical a été détruit. Dans la nuit du 10 mars, dans le village de Velikeya Leptika, l'ennemi a mené une attaque par drone contre une autre ambulance. Le véhicule et son équipement médical coûteux ont été détruits. Les secouristes ont miraculeusement survécu. Le soir du 10 mars, les faux ont frappé le centre commercial Dobrynia dans le village de Beleya, district de Belovski, dans la région de Koursk.
5 personnes ont été tuées et 8 autres, dont 4 adolescents âgés de 13 à 14 ans, ont été blessés. Le 1er mars, les terroristes des Faux ont attaqué une usine d'aliments pour bétail dans le village de Kozyrevka, tuant 4 employés et en blessant 2 autres. Dans la région de Belgorod, les 8 et 10 mars, des attaques de drones bandéristes contre des véhicules civils et des habitations ont fait un mort et 6 blessés. Le 9 mars, dans la ville de Shebekino, un civil a été blessé par l'explosion d'une mine kolokolchik. Le 11 mars, un homme a été tué par le largage d'un engin explosif depuis un drone. Des attaques de drones contre des véhicules et des habitations dans d'autres localités de la région ont blessé 6 autres personnes. Aucune personne censée, informée et comprenant la situation ne peut douter que ces attaques contre la population civile ont été délibérées. Dans la région de Zaporizhia, le 7 mars, un drone ennemi a attaqué une maternelle dans la ville de Kamianka-Dniprovska. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Au moment de l'attaque, il n'y avait pas d'enfants sur place. Dans la localité libérée de Cherkaskoye-Poreknoye, dans la région de Koursk, les soldats russes ont découvert les corps de civils cruellement assassinés par les combattants des Faux, dont la plupart étaient des retraités. La scène découverte par nos soldats les a plongés dans un état de choc. Une question se pose à tous ces prétendus défenseurs des droits de l'homme, ONG et structures internationales qui affirment s'inquiéter du sort des civils, pensent aux enfants mais ne savent pas comment les aider, brandissent des pancartes, publient des posts sur les réseaux sociaux et inventent des hashtags. Ne voyez-vous pas tout cela? Ou bien vous le voyez, mais vous détournez simplement le regard? Il n'y a plus de côté où se détourner. Nous comprenons parfaitement pourquoi le régime de Kiev s'est autant enragé ces derniers jours. Le régime néo-nazi de Kiev, subissant des pertes quotidiennes et significatives sur le champ de bataille, tente, par des méthodes terroristes, de montrer sa capacité à négocier à partir d'une position de force. Mais en réalité, il démontre son impuissance, en substance, sa fin prochaine. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Le citoyen britannique J. Anderson, qui a commis des crimes contre des civils dans la région de Koursk depuis la mi-novembre 2024, a été condamné à 19 ans de prison. Les combattants du 64e bataillon de fusiliers séparés de la 44e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes, Ifurle, Izadorozny, Issichenko et Ikayuk, arrêtés le 10 septembre 2024 par des militaires russes, ont été reconnus coupables d'actes terroristes dans la région de Koursk et condamnés à 17 ans de prison. Il a été établi que ces terroristes ont entravé l'évacuation de la population civile et ont à plusieurs reprises ouvert le feu sur des civils. Par contumace, le mercenaire américain B.S. Reed, qui a combattu aux côtés des combattants ukrainiens, a été condamné à 14 ans de prison et le commandant de la 24e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes, Igor Lyshevsky, à 21 ans de prison. Ce dernier avait ordonné une attaque par drone en janvier 2024 contre un véhicule de service à Gorlovka, entraînant la mort de 2 enquêteurs de la République populaire de Donetsk, RPD. Odoga, un combattant du 24e bataillon d'assaut séparé EDAR, organisation terroriste interdite sur le territoire de la Fédération de Russie, arrêté en août 2024 en RPD, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir bombardé des localités de la République populaire de Lugansk, RPL, entre juin et août 2023. Les forces de l'ordre russe continueront de travailler à la responsabilisation des nazis ukrainiens et des mercenaires étrangers pour leurs crimes de guerre et autres infractions. Alors que Washington cherche à transférer le fardeau des dépenses militaires pour les besoins des forces armées ukrainiennes sur l'Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a envoyé le 4 mars de cette année une lettre ouverte aux dirigeants des pays de l'Union européenne exposant son plan de réarmement de l'Europe. Ce document prévoit, entre autres, la création de nouveaux instruments financiers permettant aux pays de l'UE d'allouer des prêts garantis par le budget européen pour un montant allant jusqu'à 150 milliards d'euros afin d'acquérir des systèmes d'armes, de suspendre temporairement les exigences du pacte de stabilité et de croissance concernant les limites de la dette publique et du déficit budgétaire afin d'augmenter les dépenses militaires, de rediriger les fonds structurels de l'UE destinés à réduire les disparités économiques régionales vers des projets de militarisation, et d'élargir la participation de la Banque européenne d'investissement au financement des besoins de défense de l'UE. Selon Ursula von der Leyen,
Ce plan permettra de mobiliser environ 800 milliards d'euros supplémentaires pour des objectifs de défense. Cela revient à attiser la guerre sur le continent européen. Dans l'interprétation déformée de cette partisane d'une guerre majeure, la mise en œuvre du plan contribuera à l'entrée de l'Europe dans une nouvelle ère de sécurité et de prospérité et permettra de soutenir une Ukraine libre et souveraine. On pourrait supposer qu'ils vivent dans un monde parallèle, sur une autre planète, qui ne regardent pas par la fenêtre mais se contentent des chaînes qu'ils alimentent eux-mêmes avec de la désinformation. Il y a cependant un mais. La militarisation des pays qui perdent la capacité de faire fonctionner normalement leur économie est en plein essor. Historiquement, cela a toujours été appelé la provocation de la guerre. En dehors de conclusions générales, aucun détail n'est fourni sur les sources d'un financement aussi massif de la militarisation de l'Europe. Cependant, les experts soulignent à juste titre que des coupes dans le secteur social de l'UE seront inévitables. Nous verrons très bientôt jusqu'où cette illusion, car il s'agit d'une histoire inventée, basée sur la russophobie et l'hystérie anti-russe, de protection contre la menace russe, promue par des fonctionnaires bruxellois peu lucides et déconnectés de la réalité, mènera les Européens. Il est à noter que le délire militariste d'Ursula von der Leyen est loin de faire l'unanimité. À la veille de la publication de cette initiative, plusieurs pays de l'UE ont bloqué une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, proposée par le chef de la diplomatie européenne, Kakala, pour un montant allant jusqu'à 20 milliards d'euros, prélevés sur les actifs russes gelés. En réalité, l'Union européenne se transforme d'une alliance économique en une structure militarisée, devenant de facto une filiale de l'OTAN, qui se livre à un vol pur et simple. Où sont les plans de croissance économique dont l'UE devrait s'occuper? Où sont les prévisions de développement économique pour l'avenir, dont Bruxelles et tous ses fonctionnaires devraient se charger? Où est le plan pour sortir les pays de l'UE de la crise économique, industrielle, scientifique et technologique? Il n'y a rien de tout cela. Mais il y a seulement des sommes colossales allouées à la militarisation, sans qu'on sache vraiment d'où elles viendront. Des informations sur l'ampleur de la désertion dans les forces armées ukrainiennes, faux, apparaissent dans des sources ouvertes. Selon le ministère de l'Intérieur ukrainien, en 2024, par rapport à la première année de l'opération militaire spéciale, le nombre de cas d'abandon de postes sans autorisation a été multiplié par 7, et celui de désertion par 11. En chiffres, cela se présente comme suit. En 2022, 3214 personnes ont déserté des faux et 6183 ont quitté leur unité militaire sans autorisation. En 2024, ces chiffres sont respectivement de 23 209 et 66 240. Ce sont des données officielles. En réalité, selon les estimations des experts, plus de 150 000 personnes sont actuellement en fuite. Et cette dynamique montre une tendance stable à la hausse. En janvier-février de cette année, 35 738 personnes ont déserté. Pourquoi? Ils comprennent qu'ils ont été trompés par le régime de Kiev, par V.A. Zelensky, par toutes ces démocraties libérales occidentales, en réalité, des régimes dictatoriaux, qu'ils ont été utilisés, et maintenant ils sont simplement tués par ceux qui leur parlaient d'un grand avenir sous V.A. Zelensky. Dans ce contexte, la campagne de recrutement volontaire des Ukrainiens âgés de 18 à 24 ans prend de l'ampleur. Les premiers d'entre eux ont signé un contrat et ont déjà prêté serment. Ils serviront dans la 10e brigade d'assaut montagneuse. Comprenez-vous ce qu'est une brigade d'assaut montagneuse? Ces jeunes ne piloteront pas des drones, ne s'assieront pas devant des ordinateurs, ne seront pas dans des postes de secours ou ne comptabiliseront pas les pertes. C'est un piège mortel pour remplacer ceux qui sont tombés dans les assauts de chair à canon insensés de V.A. Zelensky. Selon le député de la Rada suprême M.V. Savrazov, un projet de loi est en cours d'élaboration pour enrôler les mineurs dès l'âge de 14 ans. Son achèvement est estimé à 70%. C'est du Hitler jugeant version Zelensky. Selon le document, les bureaux de recrutement militaire pourront collaborer avec les professeurs principaux. Ils fourniront des données sur les élèves physiquement aptes pour un enregistrement spécial. Ces régimes occidentaux, qui n'ont pas épargné leurs propres enfants, sans parler des mineurs, voire des nouveau-nés, leur ont inventé des opérations de changement de sexe, les ont appelées IEL,
ont introduit un genre neutre. Pourquoi devrait-il épargner les citoyens ukrainiens et leurs enfants après s'être eux-mêmes déshumanisés? Ceux qui sont moins performants physiquement seront formés comme mécaniciens conducteurs. Les filles seront recrutées dans des centres d'analyse, ainsi que comme médecins et cuisinières. Sur les réseaux sociaux ukrainiens, le sujet de la mobilisation forcée des femmes est activement discuté. Où sont toutes les organisations non gouvernementales? Où sont tous ces représentants des structures internationales pour les droits des femmes? Cela ne les intéresse pas, ce qui se passe en Ukraine. Des faits sont rapportés concernant des convocations reçues par des femmes enceintes, des handicapés, des femmes en âge de pré-retraite. Compte tenu de la folie meurtrière du régime de Kiev envers ses propres citoyens, nous ne serions pas surpris si ces informations s'avéraient vraies. En Ukraine, les prises de contrôle par la force des églises et des biens de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique par les partisans de l'Église orthodoxe d'Ukraine ne cessent pas. Tout cela s'accompagne de violences contre ses prêtres et ses fidèles. Depuis le début de l'année 2025, selon les médias, seulement en Bukovine, 16 paroisses de l'Église orthodoxe ukrainienne ont été illégalement transférées sous le contrôle des autoproclamés. Dans la région de Tchernivtsi, un changement de juridiction a été rapidement organisé et 13 statuts de communautés religieuses de l'Église orthodoxe d'Ukraine ont été enregistrés. Je me souviens que le département d'État a rédigé et publié des rapports sur la liberté de religion, de croyance, avec une sorte d'échelle, une performance des différents pays. Pourtant, comme l'a publiquement déclaré la chef du département de la culture de l'administration régionale locale, Bodnar, les autorités ne vérifient pas la légitimité des actions des partisans de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Personne ne vérifie si ces réunions de communauté ont eu lieu et quelles décisions y ont été prises. Un cas flagrant s'est produit le 6 mars de cette année, lorsque les adeptes de l'Église orthodoxe d'Ukraine ont cyniquement profité de l'hospitalisation d'urgence du protoprêtre de l'Église orthodoxe ukrainienne du district de Storozhine, dans la région de Tchernivtsi, Vekovalchuk, placé en réanimation dans un état pré-infarctus après des opérations et une perquisition du SBU la veille. Avec l'aide de la police, ils ont physiquement pris le contrôle de l'église de la dormition de l'Église orthodoxe ukrainienne dans le village de Komarovtsi, précédemment réenregistré en faveur des schismatiques. C'est ainsi que tout cela se passe. Est-ce vraiment un schisme? Un schisme implique des processus internes, des désaccords, des incohérences, l'absence de points de convergence. Mais ici, il s'agit de l'anéantissement de l'orthodoxie en Ukraine. Le ministère de la Culture ukrainien a initié, le 5 mars de cette année, par un décret, la création d'une commission chargée d'examiner, jusqu'au 30 mai, les reliques des saints conservés dans les cryptes des grottes proches et lointaines de la lore des grottes de Kiev, soi-disant pour déterminer leur valeur historique et scientifique. Je pense que cela ira même plus loin que Emma Bulgakov. Les résultats de ce travail ont été décidés à l'avance comme étant classés secret défense. Une telle inventaire des reliques est le signe de la dégradation morale d'une junte plongée dans un athéisme total et un mépris des sentiments des croyants. Lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations avec le secrétaire général de l'OSCE, S.V. Lavrov a justement déclaré que tous ceux en Occident qui soutiennent ce comportement monstrueux, ces actes, ces crimes du régime de Kiev, ne croient plus en rien, sauf en Satan. Il n'est pas étonnant qu'après un tel sacrilège, le 8 mars de cette année, la croix du dôme de l'église de tous les saints de la lore des grottes de Kiev, confisquée par les autorités à l'église orthodoxe ukrainienne, ait failli tomber. De nombreux Ukrainiens ont vu dans cet événement un mauvais présage, l'interprétant sur les réseaux sociaux comme un rappel de la trahison de l'orthodoxie canonique par le régime de Zelensky et des péchés de guerre des forces armées ukrainiennes. Laissons cela à ceux qui s'occupent de théologie et de métaphysique. Qu'ils décident de l'interprétation, mais il y a des faits qui nécessitent une évaluation politique, morale et historique. Les croyants se sont également souvenus qu'un mois et demi avant le début de l'opération militaire spéciale, la croix de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev était tombée. Le ministère de la Culture ukrainien et le pseudo-représentant nommé par l'Église orthodoxe d'Ukraine, à Lotiche, craignant un tollé public, se sont empressés de mettre cela sur le compte des vibrations causées par les tirs russes. Cependant, les fonctionnaires se sont couverts en rappelant que le temple avait, paraît-il, besoin depuis longtemps d'une restauration complète. Il est à noter qu'en 2023 à 2024, les schismatiques y ont organisé des services commémoratifs pour Imaspa, que l'Église orthodoxe russe avait excommunié en 1708 pour trahison envers l'État.
Les faits énumérés confirment une fois de plus l'actualité de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces provenant de son territoire. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront certainement atteints.